Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Mon invité aujourd'hui est un homme de conviction et de terrain. Expert reconnu du capital humain, il a toujours défendu l'idée que la plus grande richesse d'une nation réside dans son intelligence collective. Après son livre « Toujours envie de Maroc », malgré tout, il revient avec un nouvel ouvrage « Réinventons-nous », l'occasion de nous interpeller sur notre capacité collective à transformer nos mentalités, notre leadership et nos modèles pour répondre aux défis de demain. Il nous invite à briser les vieux logiciels, à oser la confiance et à transformer nos modèles de leadership pour comprendre comment dessiner le Maroc de demain. Donc, nous avons le plaisir de recevoir Jamal Belharch. Vous êtes auteur, vous êtes également président de la Maison de la Diaspora marocaine. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté. Alors, vous arrivez avec ce dernier ouvrage, Réinventons-nous. Première question, pourquoi le choix de ce titre ? Écoutez, le choix de ce titre, c'est d'abord une observation de 28 ans de vie au Maroc qui ont montré en tout cas que notre pays était en pleine évolution surtout depuis 1999. À la lecture des différents discours de Sa Majesté, j'en ai tiré la quintessence et j'essaie de trouver c'était quoi le filigrane de tout ça. Et le filigrane, c'était un appel vraiment au patriotisme et à l'authenticité. Et in fine, quand je réfléchis un peu à ce que nous n'arrivons plus à faire, c'est parce qu'on ne fait plus société, parce qu'on a beaucoup moins d'authenticité, donc installer la confiance, et moins de patriotisme pour donner du sens. Et le moment, je pense, dans lequel nous vivons actuellement pour notre pays, est venu pour se réinventer, pour se dire, il y a un nouveau contrat social à mettre en place pour les années futures, pour les générations futures, mais la seule façon d'y arriver, c'est qu'on fasse preuve, en tout cas, d'une certaine vérité de comportement, d'une introspection qui fasse qu'on dise à l'autre comment on a envie de communiquer avec l'autre, comment on a envie d'être authentique, donc la confiance. Nous sommes globalement, avec mon observation modeste, c'est que nous sommes dans une société de défiance. Or, il faut basculer vers une société de confiance. Et puis, il y a un autre élément déclencheur de ce projet. Si vous vous souvenez, on se souvient tous de ce qui s'est passé au Qatar à la Coupe du Monde, n'est-ce pas ? Au Qatar, on a fait un très bon résultat. Mais je me suis interrogé du pourquoi on y est arrivé. On y est arrivé parce que, justement, ce qui a été mis en place, c'est un leadership authentique de la part d'un dirigeant, d'une équipe, et un patriotisme exceptionnel de la part d'une équipe qui, plurielle, puisqu'il y a beaucoup de joueurs de la diaspora, tout ça, ces joueurs existaient avant, mais n'ont pas eu les bons et les mêmes résultats. Mais aujourd'hui, je pense que si collectivement, on fait preuve de cette authenticité, si collectivement, on installe ce patriotisme aujourd'hui, mais pas fin, un vrai patriotisme intériorisé, je pense que le momentum Maroc dans lequel nous sommes peut nous faire réussir, enfin, je ne dirais pas des miracles, mais en tout cas la croissance dont on a besoin, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin d'entreprises qui créent de la valeur. Pour créer de la valeur, il faut embarquer les collaborateurs. Embarquer les collaborateurs, c'est la confiance. Patriotisme, intériorisé, confiance, ce terme revient énormément dans vos propos et puis dans vos écrits également. Vous dites souvent, et vous l'expliquez un petit peu avec l'exemple du Qatar, que le Maroc est à un tournant. Et dans votre livre, vous parlez d'une urgence de se réinventer. Alors parlez-nous de cette urgence. Quand on observe l'évolution de notre pays aujourd'hui, économiquement, on a pris un chemin qui était extraordinaire, puisqu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, mais quand même, avec la vision de Sa Majesté, il y a eu des chantiers structurants qui ont été mis en œuvre. Mais il reste les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'éducation. Le capital humain. Le capital humain. C'est bien sûr la santé, mais restons sur le capital humain. On a un système éducatif qui a failli. On a une jeunesse qui est en déshérence. Souvenez-vous du mouvement des Gen Z d'aujourd'hui qui se sont levés pour dire finalement, c'est notre pays, on l'aime, mais on aimerait pouvoir y avoir notre place. Donc, in fine, aujourd'hui, l'urgence, elle est de donner un chemin nouveau à cette jeunesse aujourd'hui pour qu'elle puisse croire que tout est possible dans son pays aujourd'hui au lieu de chercher à partir ailleurs parce qu'on pense toujours que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Moi, j'ai eu l'opportunité de venir ici en 97, ok ? Et moi, je ne le regrette pas, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire que ça a été facile. Néanmoins, ma responsabilité en tant que citoyen, c'est de redonner un peu ce rêve à l'ensemble de notre jeunesse. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réinvente dans notre façon d'élaborer nos relations ensemble. Et c'est pour ça que penser le Maroc de demain, on ne peut pas le penser avec le logiciel d'hier. C'est impossible. Quelles sont les attentes justement de cette jeunesse aujourd'hui ? Cette jeunesse, elle a besoin de vérité.
elle a besoin d'authenticité. Elle est patriote, puisqu'elle est encore là. On a la chance qu'aujourd'hui, encore une fois, je discutais encore une fois avec quelques amis de la diaspora, qu'est-ce qui fait unité pour l'instant? C'est notre monarchie, c'est notre nation. C'est ça qui fait le socle. Et ça ne changera jamais. En revanche, la société doit vivre sur la base d'un contrat social. Et ce contrat social ne peut être mené que parce que les dirigeants, cette élite qui devrait exister, devrait être authentique et patriote pour répondre à ces questions-là. Et on est capable d'y répondre. Il n'y a pas de raison. Comme je vous l'ai dit, sans gaz, sans pétrole, on a un pays qui aujourd'hui plaît beaucoup à travers le monde et attire de plus en plus. Mais en même temps, la facture elle est un peu élevée puisque notre système éducatif ne répond pas à la hauteur des ambitions des uns et des autres. Et surtout en termes d'inclusivité, on a gagné certains combats comme la pauvreté, comme la technologie qui est en train de se mettre en place, mais pas encore au bon rythme. Là aussi, on prend du retard. Mais il est urgent de se réinventer justement parce que l'urgence, c'est pas 2030, c'est l'après 2030. Aujourd'hui, construire des stades, des routes, des trains, on sait faire et on va le faire. Construire un capital humain en capacité d'embrasser l'avenir et le futur, c'est beaucoup plus complexe. Donc les enjeux aujourd'hui concernent un petit peu la compétitivité du Maroc à l'échelle internationale, on va dire. La compétitivité, ce n'est pas le prix de revient d'un produit ou d'une machine. La compétitivité d'un pays, c'est aussi son capital humain, c'est-à-dire sa capacité à comprendre le monde, sa capacité à travailler en intelligence collective, et je reviens là-dessus, parce que qu'est-ce qui nous manque dans nos entreprises aujourd'hui, dans nos écoles? C'est cette capacité à mieux communiquer, c'est cette capacité à travailler ensemble, c'est cette capacité à produire mieux, et surtout, à être créatif pour inventer les produits de demain. On a un tsunami numérique qui est en train d'embrasser le monde entier aujourd'hui, qui bouscule nos croyances, nos habitudes, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, mais on doit l'être. Mais la chance que nous avons, c'est qu'on a un dividende démographique qui est exceptionnel, c'est-à-dire une jeunesse, quasiment 70% de la population qui a moins de 30 ans. Il faut qu'on l'exploite au mieux. Beaucoup de pays nous envient ce dividende démographique, l'Europe en particulier qui vieillit de plus en plus, mais attention, on va bientôt passer à la bascule démographique, on va commencer à devenir un pays vieux. Donc profitons maintenant de cette jeunesse pour lui donner un sens nouveau à sa vie et bâtir un nouveau contrat social. Donc c'est pour ça qu'il faut se réinventer. Cette jeunesse pleine de potentiel et justement ce plaidoyer pour un leadership qui soit authentique, vous l'avez écrit, et patriote au service d'un nouveau contrat social. On revient donc à ce contrat social. Comment aujourd'hui justement réinvente un management pour que celui-ci soit basé sur la confiance? C'est tout un chemin d'introspection individuelle d'abord. Et merci pour cette question parce que c'est vraiment le combat de ma vie aujourd'hui. Je dis souvent qu'une entreprise, c'est un petit Maroc. C'est-à-dire quand vous arrivez le matin, vous passez 8-10 heures ensemble avec des gens qui ne sont pas de votre famille. Et donc dans cet espace-là, il faut savoir créer la confiance. Et la confiance, c'est, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est de l'authenticité, un discours de vérité. Donc c'est respecter l'autre, l'individu, le collaborateur, lui donner un sens, un projet commun. C'est pour ça que la communauté managériale a une grande responsabilité pour moi dans cette capacité à embarquer les gens. Et donc se repenser, se réinventer, c'est absolument créer les conditions de mieux former les futurs managers, les futurs dirigeants, mais aussi mieux éclairer les dirigeants actuels pour qu'ils comprennent que la finalité d'une entreprise, ce n'est pas que gagner de l'argent, c'est aussi embarquer le maximum de gens pour gagner de l'argent durablement. On est trop dans l'éphémère et pas assez dans le temps long. Or, aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est d'être une monarchie qui est dans le temps long. Il faut aussi qu'on soit dans le temps long pour mieux former nos gens et ne pas penser juste le court terme. C'est pour ça que le management en entreprise est dans l'obligation de se réinventer. Vous savez pourquoi? Parce que les nouvelles générations qui viennent dans l'entreprise, les fameuses Z, ne peuvent plus accepter d'être managés comme nos parents ou comme nous-mêmes avons été managés, c'est-à-dire dans la verticalité. Ils veulent de l'horizontalité, c'est-à-dire de l'intelligence collective. Ils veulent comprendre pourquoi ils doivent faire ceci ou ils doivent faire cela. Ils doivent admirer leur manager ou leur leader. Donc ils n'acceptent plus la médiocrité. Dans mon livre, j'aborde 3 concepts importants. L'égocratie. Nous sommes dans une gouvernance égocrate où quasiment la plupart des leaders sont tournés vers eux-mêmes, donc leur ego qui les drive. Deuxièmement, la kakistocratie, c'est cette capacité à promouvoir les gens qui ne sont pas excellents ou qui ne sont pas bons, mais qui sont plutôt moyens, médiocres, voire uniquement obéissants. Et donc, ce qui fait qu'on crée un environnement où là aussi les entreprises, les jeunes, les nouvelles générations ne comprennent pas qu'elles ne puissent pas évoluer en fonction de leurs compétences, mais uniquement en fonction de leur proximité avec les dirigeants. Un modèle qui
qui va changer par la force des choses, selon vous? D'abord, un modèle qui doit changer et qui existe, qui est quasiment le seul qu'on connaisse dans nos entreprises, qui doit changer, mais qui changera par la force des choses parce que ces générations-là, comme elles ne vont plus accepter, entre guillemets, la médiocrité managériale, elles partiront. Et à un moment donné, quand il y aura un turnover tellement important, on devra se poser la question intrinsèquement au sein d'une organisation, qu'est-ce qu'on doit absolument améliorer? Mais le pire, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui va arriver demain, ce qu'on appelle la génération alpha, qui a 16-17 ans aujourd'hui et qui va arriver dans une entreprise dans 6, 7, 8 ans, qui, elle, est encore pire que la génération Z dans son impatience, dans son, dans son exigence, ça sera complètement différent. Et donc notre pays doit, pour rester dans le concert des nations qui avancent, doit s'adapter dans l'urgence. C'est encore une fois l'objet de ce livre qui dit « Réinventons-nous » parce que je l'adresse aussi bien aux élites et aux cadres dirigeants, mais surtout aussi aux étudiants qui sont en train de se former aujourd'hui, pour qu'ils comprennent dans quel mode nous sommes rentrés durablement. Tout à l'heure, vous parliez d'un tsunami numérique, un terme qui est assez fort, justement, avec le développement de la technologie, l'intelligence artificielle, ces discours qui disent que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme, et puisqu'on est en train de parler du travail, du cadre en tout cas entrepreneurial. Vous soutenez cette idée que, normalement, l'intelligence artificielle devrait être une opportunité saisie comme une chance plutôt comme qu'une fatalité, on va dire? Alors, je vais essayer d'inventer quelque chose. C'est une fatalité nécessaire pour nous réveiller. Pour nous réveiller parce qu'effectivement, c'est un tsunami qui est en train de nous submerger aujourd'hui et qu'on doit adresser avec la plus grande vigilance, mais aussi la plus grande célérité pour nous adapter en termes de compétences, parce qu'il va falloir former de manière massive des jeunes aujourd'hui autour de la technologie. En même temps, il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment une opportunité pour mieux agir, mieux progresser, mieux manager. Bien sûr que demain, il y aura des robots, des humanoïdes, etc. Mais je ne pense pas que cette technologie va remplacer l'homme. Elle va l'augmenter. Elle va lui permettre d'être un peu plus structuré, plus intelligent, pour mieux s'occuper de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et donc l'empathie. La machine ne l'aura jamais, à ce jour, me semble-t-il. Néanmoins, notre pays, encore une fois, avec son dividende démographique, doit embrasser cet enjeu-là pour former de manière massive, mettre beaucoup d'argent. Quid de la formation, justement, dans ce contexte, pour rester en phase avec ce marché qui se développe à une vitesse fulgurante et puis cette technologie aussi qui s'accélère? Quel est l'état des lieux actuellement en termes de formation? On est loin du compte. Je vous donne un chiffre qui n'est pas tout à fait dans le numérique, mais je crois que la Chine forme à peu près 2 à 3 millions d'ingénieurs par an. Bon, c'est la Chine. La France, 150 000, et nous, on est à peine à 10 000. Juste pour vous donner un peu les grands nombres, ça veut dire qu'on n'y est pas. Et notamment sur les compétences du numérique. Aujourd'hui, le numérique, en tout cas la formation, doit commencer dès le plus jeune âge. C'est pour ça que c'est un plan Marshall numérique qu'il nous faut. Ce n'est pas des petites mesurettes pour dire ça y est, on y est. Aujourd'hui, il faut que le numérique rentre dans notre école, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités, mais pas que, en matière de formation continue. Les entreprises elles-mêmes doivent faire face à des disruptions de leur modèle économique. Et donc, ça veut dire qu'au niveau des compétences, pas plus tard qu'hier, j'étais chez des clients où on parlait de ces problématiques où l'IA, pour vous donner un autre chiffre, l'année dernière, il y a à peu près 260 IA qui ont été créés sur le marché, l'année. Janvier-février, il y a eu plus de 160 IA nouvelles. C'est pour vous dire à quel rythme cela va. Donc aujourd'hui, il nous faut prendre en considération cette rapidité à laquelle vont les choses. Et qu'aujourd'hui, notre pays ne peut pas continuer à travailler à son rythme. Il n'y a pas d'Inch'Allah, on verra, demain, ça va venir. Non, aujourd'hui, c'est maintenant. Et si on veut travailler demain, il faut le faire aujourd'hui. Et pour ça, on a besoin d'une prise de conscience, d'un réveil collectif, parce qu'encore une fois, ce livre est loin d'être des leçons, mais bien évidemment une contribution à une réflexion collective. C'est pour ça qu'on doit se réinventer maintenant. Une réinvention. Vous parliez du chiffre 10 000 en parlant d'ingénieurs marocains, mais il y a aussi beaucoup d'ingénieurs qui étudient à l'étranger, qui finalement, c'est la fuite des cerveaux et qui finalement s'installent. Et on va revenir à cette diaspora. Donc, vous qui avez un pied sur chacune des deux rives, on va dire, comment la diaspora peut constituer aujourd'hui un moteur de changement et de ce développement tant attendu au Maroc? La diaspora, et Sa Majesté l'a compris dès 1999, est un potentiel exceptionnel et c'est une communauté qui fait partie du destin national. Ça, il ne faut jamais l'oublier et Sa Majesté a toujours entretenu ça. Aujourd'hui, ne pas comprendre
qu'elle fait partie de la communauté nationale est une faute politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien évidemment qu'elle a un rôle à jouer, mais pas n'importe comment, mais pas dans n'importe quelle condition. Aujourd'hui, on identifie la diaspora uniquement aux 120 milliards de dirhams de devises qu'elle envoie par an. Certes, c'est vrai que c'est plus important que le chiffre d'affaires de l'OCP, mais on ne doit pas la regarder uniquement à l'aune de cette promotion financière de devises. Il y a des talents. La diaspora, elle a changé. Ce n'est pas un bloc monolithique. La diaspora, c'est des cols blancs aujourd'hui, beaucoup plus que les cols bleus d'hier, de mes parents, etc. Et donc, ça veut dire que dans tous les domaines, on a des talents. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir fédérer l'ensemble de cette communauté et la mettre sur des projets dont le pays a besoin. Rappelez-vous, le Covid, elle a été très présente en termes de compétences pour accompagner notre pays dans cette phase-là. Donc, ça veut dire simplement aujourd'hui qu'il est temps de bâtir une vraie stratégie pour adresser à la question de la diaspora, mais surtout de faire l'effort de la connaître. Nos politiques, notre système ne les connaissent pas véritablement. Et c'est ça qui est un peu triste à l'heure où on se parle. D'un côté, on a un discours très volontariste de la part de Sa Majesté. De l'autre côté, ça ne suit pas dans la mesure où cette communauté n'étant plus la même, il va falloir l'adresser différemment. On ne peut pas avoir une stratégie, c'est des stratégies. Même en fonction des pays d'ailleurs. La première immigration marocaine, européenne, entre guillemets, elle était française. Ensuite, elle a été belge, ensuite hollandaise. Après est venue l'Italie, l'Espagne. C'est des profils complètement différents. Et il faut aussi, je profite de votre invitation, c'est bientôt l'opération Marhaba dans quelques mois. S'il vous plaît, les médias, arrêtez de montrer des images avec des voitures et des porte-bagages. Ce n'est pas l'image de la diaspora aujourd'hui. Il faut donner un autre visage de celle-ci parce qu'elle est vraiment plurielle et diverse et surtout de plus en plus compétente et elle a envie d'aider son pays. Merci à vous, Jemal Belhaj. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci beaucoup, à très bientôt. C'est la fin de l'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.